Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de remise de prix des 11e Trophées Béton École. On est très heureux de voir que vous êtes très nombreux ici ce soir à la Maison de l'Architecture Île-de-France pour voir tous ces prix qui vont être décernés tout au long de la soirée. Je dis que vous êtes très nombreux ici, mais j'ai pu voir, et ils ont dû patienter quelques minutes en regardant les vidéos de l'exposition, qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent également sur Internet. Alors, on est très heureux, plus heureux encore d'être là que d'être sur Internet, mais ceux qui sont sur Internet, ils ont un avantage par rapport à nous, c'est qu'ils vont pouvoir encourager les lauréats de ce soir et même les nommer. Toute la bande de l'école pourra se réunir pour soutenir l'un des étudiants qui présente un projet ce soir. Donc je m'adresse à vous qui nous regardez sur Internet, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos remarques, de vos encouragements. Ils seront très heureux en tout cas de vous lire. Je reviendrai tout à l'heure pour vous donner quelques-uns des messages qu'on pourra lire sous la vidéo qui est diffusée en ce moment sur la page Facebook et le compte YouTube de Trophées Béton. Je crois que je vous ai tout dit de ce que j'avais à vous dire. Il me reste désormais à appeler à me rejoindre Claire Barbou, la secrétaire générale de Bétocib. Commencer, je vais inviter Thomas Corbasson à venir à côté de moi, puisque Thomas est vice-président de la Maison de l'Architecture et nous reçoit aujourd'hui. Bonsoir. Voilà, donc c'est un petit mot d'accueil à dire à toutes les personnes qui sont là grâce à vous. Ah ben, écoute, dans ce beau lieu. Je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, je suis très content de voir qu'il y a autant de monde ici ce soir. C'est un vrai succès. Voilà, moi je rappelle juste un peu à l'initiative de la Maison de l'Architecture, il y a toujours eu ce rapport à la matière, on les voit même sur les murs, et puis depuis l'origine, on a toujours eu ça comme un axe stratégique d'arriver à communiquer avec le grand public, et avec grand plaisir bien sûr, qu'est-ce que c'est que l'architecture, et de le faire par le biais de la matière. Alors chaque année, on organise des événements, que ce soit avec le béton, avec le bois, l'acier, et aussi avec la ville rêvée qui promeut chaque année l'utilisation d'un matériau différent. Voilà, donc on a vraiment ce rapport au matériau qui est très présent. Alors Paul Chemetov, juste en ouvrant le débat, nous a dit mais ça serait bien qu'en fait on arrive à juger de ces projets béton avec un regard qui tienne compte du fait qu'il faille réinventer le matériau et qu'on puisse repenser, je ne sais pas, un béton bas carbone, un béton respirant, un béton transparent, pourquoi pas, voilà. En tout cas, moi je me suis amusé pendant tout le déroulé du jury à noter plein de noms sur le béton hygrométrique, le béton moulé, le béton, et à trouver un tas de qualificatifs pour chacun d'entre vous. Et je pense qu'effectivement c'est une vraie stratégie, et un vrai axe à développer et pour réinventer ce matériau. Voilà. Merci à vous tous. Merci Thomas et merci à la Maison de l'Architecture. Voilà, donc effectivement, les prix vont être dévoilés ce soir. Nous avons auditionné 11 équipes aujourd'hui, donc 4 prix seront décernés par différentes personnalités qui nous accompagnent et qui sont présents ici. Donc j'organise avec des associations en tant qu'architecte de formation et donc secrétaire général de Bétocib ce concours depuis 12 ans. Donc avec Simbéton et la fondation EFB que je remercie beaucoup, et nous organisons ce concours sous patronage du ministère de la Culture en partenariat avec la Maison de l'Architecture, la revue AMC, l'association 2A2IA, une association d'architectes ingénieurs architectes, et la fondation Le Corbusier exceptionnellement cette année. Donc le trophée Béton École est doté de 4 prix dont une mention spéciale. 3 prix pour les projets de fin d'études. Donc les architectes peuvent inscrire leur projet de fin d'études utilisant le béton de façon judicieuse. Et une mention spéciale est donnée par l'association 2A2IA. Et nous donnons aussi un prix spécial pour le trophée Béton Studio. C'est un trophée qui est ouvert aux étudiants en première, deuxième et troisième année d'architecture, et qui peuvent participer en réinterprétant. Donc les autres années, c'était des œuvres emblématiques en béton, et cette année, c'était 2 œuvres proposées par la Fondation Le Corbusier qui n'avaient pas été réalisées par Le Corbusier.
Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de repérer des talents, c'est de parrainer des jeunes architectes, de leur offrir une visibilité à l'orée de leur vie professionnelle. Cette année, 114 équipes se sont inscrites, soit de manière individuelle, soit en équipe. Et l'ensemble des nominés bénéficie donc d'un suivi des organisateurs, d'une parution dans la revue AMC qui sortira en février de 20 pages et d'un abonnement aussi à cette revue. Leurs projets sont également exposés donc, en ce moment à la Maison de l'Architecture et pendant le mois de janvier, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et nous ferons tourner le projet dans les écoles d'architecture et éventuellement aussi dans d'autres maisons d'architecture, comme nous en avons parlé pendant le jury. Donc les 15 membres du jury ont auditionné donc, les 11 équipes aujourd'hui. Et notre jury est pluridisciplinaire et international. Donc l'idée, c'est d'avoir un groupe d'architectes, mais pas que. Donc on a aussi des architectes du patrimoine, des architectes Conseil de l'État, des représentants du ministère de la Culture, Fondation Le Corbusier, chercheurs, ingénieurs, maîtres d'ouvrage. Et la cerise sur le gâteau, c'est Majoie qui est là, qui a gagné le concours l'année dernière. Voilà, donc le président du jury était Philippe Sirel, qui est ici présent, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Nous avions comme partenaire donc Stéphanie Selle, alors qui nous dira un petit mot tout à l'heure, parce qu'elle a dû partir à l'école de Lyon, mais elle était là toute la journée, qui est donc architecte au directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche en architecture au ministère de la Culture. Thomas Corbasson, qui est donc architecte et vice-président de la Maison de l'Architecture Île-de-France. Gilles Davoine, qui est aussi architecte et rédacteur en chef de la revue AMC Groupe Moniteur. Laure Regnault, qui est directrice de la Fondation École française du béton et qui est aussi docteur en chimie et ingénieur. Guénel Dubreuil, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui a participé aussi au vote, qui est à la Fondation Le Corbusier. Boris Breckmann, qui est donc architecte. Suzelle Brou, architecte. Paul Chemetov, qui était là toute la journée, qui vient juste de partir, mais qui nous a dit un petit mot qu'on a capté et qu'on va diffuser tout à l'heure. Julien Grave, architecte. Georges Heinz, architecte urbaniste. Adrien Paporello, ingénieur architecte. Alors, je vais trop vite par rapport aux photos. Donc, c'est les photos du jury aujourd'hui. Adrien représente l'association 2A, 2IA. Nous avions aussi Benoît Lebeau, qui est donc maître d'ouvrage, ingénieur de formation et directeur de l'aménagement EPA Paris-Saclay. Et, comme je vous le disais, Majoie Sadok, qui vient exprès du Bénin pour nous et qui avait gagné l'année dernière le premier prix du trophée béton école. Voilà, donc pour ouvrir notre soirée, je laisse la parole au président de l'association Bétocib, donc Étienne Tricot, qui est ingénieur architecte ou architecte ingénieur. Bravo. Merci Claire, bonsoir à tous, bonne année. Je suis très content d'être là ce soir. Et la seule chose auquel le seul mot que je voudrais dire, c'est répondre à une question qu'on me pose de manière sempiternelle, année après année. Pourquoi donc faire un trophée béton, à l'heure où le béton devient un gros mot banni du vocabulaire? Effectivement, le béton qui est très attaqué à juste titre pour à la fois ses méfaits en termes de certains urbanismes qu'on a pu connaître pendant un certain nombre d'années, plus récemment sur ses propriétés environnementales, son empreinte carbone, son utilisation de matériaux. Tout ça est vrai et il nous a semblé, dans Bétocib et plusieurs associations partenaires qui travaillent sur ces sujets maintenant de manière approfondie, qu'il y a un peu deux attitudes à avoir par rapport à ces faits, à cette réalité. La première, c'est de dire, voilà, le béton, c'est l'amiante de demain, on arrête tout, et désormais, il n'y a plus un gramme de béton qui se coule sur Terre. Le bon sens montre qu'une autre voie est possible.
à savoir que, le béton reste quand même un matériau assez indispensable, ne serait-ce que pour des travaux d'ouvrage d'art, des travaux souterrains, des fondations, etc. Et que par ailleurs, pour ce qui est des superstructures, des bâtiments, le béton peut avoir de beaux jours devant lui s'il se réinvente. Je reprends les termes que Paul Chemetov mentionnait, que Thomas a rapportés. Le béton, de facto, est en train de se réinventer. Et je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Et notre objectif, c'est vraiment de souffler sur cette petite braise pour que ce travail de réinvention du matériau, réinvention de l'usage des matériaux, mixité avec d'autres fonctions, avec d'autres matériaux, nouveauté dans sa constitution et la manière dont il peut devenir demain bas carbone, dans la manière dont il peut devenir demain très économe aussi de matières et de ressources. Tout en profitant du coup, comme effet collatéral, si je puis dire, de toutes les qualités qu'il a par ailleurs, ses propriétés acoustiques, thermiques et bien sûr plastiques, qui font le bonheur des architectes, parce que beaucoup de projets ne seraient pas réalisables autrement qu'en béton. Alors cette réinvention, elle se fait bien sûr d'abord ou aussi par des chercheurs, des ingénieurs, dans des laboratoires qui font évoluer les structures, qui font évoluer les compositions des bétons, mais elles se font aussi par les architectes. Et ça, je crois qu'on s'inscrit là dans un grand mouvement de l'histoire où l'évolution des modes constructifs, de l'usage des matériaux, s'est fait au cours des milliers d'années d'histoire de l'architecture aussi et beaucoup quand les architectes drivaient en fait ces évolutions et étaient à la manœuvre. Des architectes, que ce soit des architectes chevronnés, et c'est l'objet du trophée pro que l'on Béton Pro, qui est aussi en alternance avec le trophée École, récompense des projets réalisés et qui sont exemplaires justement sur cet usage du béton, le bon usage du béton, le béton à sa juste place, le béton en une bonne association symphonique et près, j'ai envie de dire, avec d'autres matières. Et puis le Béton Pro École, dont vous allez avoir ce soir la démonstration que vraiment, là aussi, la jeune génération est en train de réinventer ce matériau en même temps qu'elle réinvente une architecture. Et donc, une architecture, et je crois que tout commence et finit par là, et je ne sais pas le moindre qualité finalement de ce trophée Béton École, de faire émerger des architectures et des jeunes architectes qui réalisent, au moins au stade des études aujourd'hui, de belles et bonnes architectures. Et je crois qu'il ne faut pas bouder notre plaisir ce soir de voir ce qui est réalisé et qui est d'une qualité vraiment exceptionnelle pour ce que j'en ai vu. Et vous allez le découvrir avec moi. Merci beaucoup. Merci Étienne. Merci beaucoup. Donc, avant de remettre chacun des prix, donc le président du jury, Philippe Sirène, nous présentera les projets. Sachez que les critères de sélection sont la complexité de l'insertion, la qualité du plan et de la composition, l'ancrage dans l'histoire des cultures techniques et artistiques, la prise en compte des questions liées à la restauration, à la transformation, au réemploi du béton et aux questions environnementales, la pertinence et la justesse dans l'utilisation du matériau pour la structure, l'enveloppe, l'économie des matériaux, la mixité. Voilà, c'était à peu près les critères que nous avons eus pour choisir les projets, ce qui n'est pas facile, sachant que les jeunes sont déjà diplômés, qu'ils ont déjà des très beaux projets, donc pas facile de les classer. Donc j'appelle Philippe à venir présenter les 11 projets, donc 10 projets de fin d'études et un projet de première, deuxième, troisième année. C'était un projet de licence cette année. Voilà. Merci. Donc il y a un téléphone qui ne m'appartient. Les projets vont défiler au fur et à mesure. D'accord. Vous pouvez les voir sur l'écran là-bas. Très bien.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très impressionné d'être sous les projecteurs devant une telle assemblée. On ne m'avait pas dit ça quand j'ai accepté d'être président du jury. Bon, je vais essayer de me plier à l'exercice. Donc, quelques mots d'abord sur le plaisir et l'intérêt que j'ai eu à participer à cette journée avec de découvrir 12, enfin, on était, oui c'est ça, 12 membres de jury, très variés, comme l'a dit Claire, pour discuter de tous ces jolis projets et récompenser 3 d'entre eux. Je rappelais que voilà, il y a 11 projets présentés, mais il y a, effectivement, s'il y a 3 prix et une mention, il reste quand même 10 projets qui ont été sélectionnés. On a parlé de 114, ensuite il y a un deuxième tour qui a baissé à 48, et de 48, il a fallu en sortir 10, et puis il a fallu en sortir 4 plus que les autres, mais les 10 restent, de mon point de vue, des projets lauréats. Voilà. Vous dire en 2 mots aussi pourquoi on m'a proposé d'être président de ce jury, certainement parce que je suis aussi directeur d'école d'architecture de Strasbourg, mais avant tout architecte. Et 2 mots aussi, avant de commenter les 11 projets qui ont défilé aujourd'hui, vous dire aussi que finalement, en 2 mots, parce que j'aime très rapidement, mais aussi, donc architecte, oui, j'ai été architecte praticien pendant presque 15 ans. Puis j'ai versé dans les politiques publiques au sein du ministère de la Culture, donc de architecte public dans le corps des architectures ministres de l'État. Donc ça a du sens dans l'appréciation que je peux porter sur les projets. Donc quelques années à l'inspection des patrimoines, et chef de l'inspection du patrimoine, puis directeur de l'école. Oui. Donc, exemple d'un parcours très varié sur l'architecture, mais qui donne un regard assez transversal sur les choses. Donc encore une fois, heureux d'être ici et d'avoir un débat riche et intéressant entre tout le monde. Deuxième point que je voulais évoquer, donc on valorise aussi ce soir, c'est intéressant parce qu'on valorise des travaux d'étudiants, mais on est à la frontière pour les 11 qui ont présenté un projet, enfin, dont un encore étudiant. On est à la frontière, quelque part, dernier exercice qui a pour support un travail d'école, mais qui est présenté dans un contexte très professionnel finalement, devant 12 personnes, ce qui est impressionnant, je pense que ça ne vous est pas arrivé beaucoup. C'est un peu le contexte de la présentation dans une collectivité de vos projets, mais dans une collectivité, ils ne seront même pas tous architectes. Donc ça sera encore plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, exercice complexe pour vous à cette frontière entre l'enseignement et la profession. Pour mémoire, et gardez en tête que, grosso modo, je faisais le calcul, on doit à peu près donner 2000 PFE par an, enfin lancer dans la voie professionnelle 2000 personnes par an, qu'un certain nombre utilisent le béton. Alors, dans les écoles, si effectivement, comme ça a été dit, et comme on peut le penser, enfin moi je le pensais moi-même, mais j'avoue que j'ai beaucoup évolué sur le béton, mettons gros mots, le béton indécent, je veux dire qu'on ne peut plus faire, politiquement incorrect. Malgré tout, ce que je remarque, c'est que dans l'usage qui est fait du béton dans les PFE, c'est toujours fait dans un contexte d'usage. Finalement, c'est une vision globale qui est faite, qu'on a aussi appréciée dans le jeu. Il y a béton parce qu'il y a une bonne raison, parce qu'il y a une raison technique, et que quelque part, cette raison technique d'utiliser le béton qui a des défauts est contrebalancée par une qualité de programme ou d'adéquation totale au programme qui, par contre, sont des programmes qui ont tous les projets qui ont été sélectionnés là, enfin les 10 et même les 48, tous les projets, aujourd'hui, tous les projets des jeunes qui passent leur diplôme ont des préoccupations quasi omniprésent, je l'ai observé à l'école, sur des problématiques sociétales, actuelles et écologiques, la montée des eaux, le climat, etc. Donc ça, c'est comme quoi le béton peut y arriver. Voilà. Dernier mot de cadrage avant de passer aux 11 projets. Alors, effectivement, on a vu 7 ENSAS sont représentés cette année. Donc, c'est aussi ça, c'est le hasard et le hasard des candidatures, hein, puisque c'est ouvert à 22 écoles. Je rappelle, comme l'avait rappelé Claire, dans notre jury, donc 20 ENSAS, l'école spéciale d'architecture, et on inclut le département architecture de l'ENSAIS de Strasbourg. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde peut contribuer, peut participer. Donc, 7 écoles cette année. Voilà. Et nous avons vu des postures assez différentes, donc très différentes parmi ces 11 projets. Nous avons des approches plutôt architectes, plutôt ingénierie, plutôt poétiques, plutôt par l'usage, etc. Et les projets traitent, on va de l'échelle de l'infrastructure sur des kilomètres dans des villes qui ont de la taille de l'Île-de-France, jusqu'à des projets qui se passent dans des petits espaces d'une dizaine de mètres carrés, voilà, où avec des investissements énormes en travail. Voilà comme cadrage général. Alors, je vais vous développer très rapidement pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, puisque je ne dirai rien, je serai muet comme une carte sur les lauréats. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Et donc, rapidement, un mot sur les 11 projets.
Alors, je vais les faire sous forme de 3 phrases, hein, 2 ou 3 phrases par projet, sous le forme dans l'ordre d'ailleurs de passage, puisque c'est un ordre un peu aléatoire qui était tout simplement très pragmatique sur la notion de proximité des candidats pour arriver à l'heure. Donc, nous avons commencé par évoquer une problématique de data center d'une façon. Alors, il a fallu comprendre tout, c'est extrêmement complexe sur la conservation de données à travers des systèmes de trame très compliqués, mais ça sera peut-être présenté plus tard. Donc, ce projet qui pourrait se développer finalement un peu partout sur Terre, mais en s'adaptant aux configurations urbaines ou géographiques ou paysagères locales. Ensuite, nous sommes allés en Bretagne. Alors, il faut que je passe les images, on le fait à ma place. Alors ça, c'est le data center. On m'a dit qu'il y a un écran, mais c'est tellement petit que je ne vois pas. Ah voilà, il est là. Voilà. Donc vous avez quelques images de ce fameux projet. Donc vous avez en bas à gauche une petite image d'une des configurations possibles, puisqu'on a parlé. Le projet a été présenté de façon théorique, et on a ensuite vu quelques développements possibles, enfin quelques applications possibles dans différents contextes. Voilà. Ensuite, pour ne pas perdre trop de temps, voilà. Ça c'est encore. Vous avez d'autres configurations du data center. Ah oui, en haut, c'est plutôt New York, et en bas, c'est quelque part dans la campagne. Ah non, c'est la photo suivante. Oh là là. Voilà. Non, c'est que moi, j'en vois 2, mais vous n'en voyez qu'une. Ça pourrait être en Islande, en Irlande, en Écosse, dans des pays comme ça. Mais comme quoi, donc, cette préoccupation de préserver les données sur la base de fixation de données dans l'ADN, et donc ce centre permet de cultiver des plantes qui portent ces données. Ensuite, nous sommes allés en Bretagne, au fin fond, tout à fait à l'ouest de la Bretagne, pour avoir la présentation d'un projet comment dire, je perds les mots, un projet de réinvestissement d'un port, d'une zone portuaire, enfin un projet d'un bâtiment pouvant évoluer au gré de la montée des eaux, donc sur les 100 prochaines années, avec un socle en béton, une superstructure plutôt modulable, comportant toute une série de programmes qui peuvent évoluer en fonction des marées et de la hauteur des eaux. Ensuite, on est allé vers Toulon pour avoir un projet d'infrastructure lié à l'infrastructure portuaire touristique pour remplacer l'actuelle gare de triage automobile à base de barrières qui n'est pas très agréable. Donc là, on est encore sur le projet qu'on passe pour moi, merci, sur le projet breton. C'est bon. Là, Pardon, oui, on m'a rattrapé, là on est à Toulon. Voilà, projet d'infrastructure à Toulon sur le bord de la rade, qui fait d'ailleurs, ça me faisait penser à un joli écho, pour ceux qui la connaissent, à la très jolie barre de Mailly, la frontale de Toulon, qui a été très très décriée, qui est pourtant un très beau projet, si on le renvoie à sa conception d'origine et pas à la façon dont il a été dénaturé dans les décennies suivantes. Donc intéressant projet donc, qui réinterroge la place de l'automobile, et de quelle façon on peut reconquérir pour l'espace public et l'usage la zone portuaire, le bord de mer, en mettant les voitures en superstructure et en utilisant tout l'espace public, y compris celui qui devient à l'ombre, pour y développer éventuellement d'autres activités. L'autre intérêt de ce projet, c'est qu'il est évolutif et que le jour où il n'y aura plus de voitures, ça peut être transformé en autre chose. C'est une autre qualité des structures béton simples, c'est qu'elles sont très pérennes, donc on peut en faire autre chose au fur et à mesure. Ensuite, nous avons totalement changé de région et d'échelle, enfin de région pas tellement, on est remonté jusque dans la Drôme pour parler d'une expérimentation extrêmement intéressante, aussi très différente de tout ce qu'on a l'habitude de voir, très expérimentation par la pratique, quelque part, de la remise en état de Mazet, basée sur la réflexion sur un nouvel usage et une approche très poétique, mais très pratique, aussi très pragmatique, très expérimentale sur comment, puisque le diplôme est allé, le projet de diplôme va jusqu'à reconstruire, même pendant les deux Mazets ont été reconstruits dans le cadre de ce diplôme, réhabilités avec des techniques de béton-chambre. En fait, je ne vais pas détailler ici, ça serait trop long, mais en tout cas, c'était extrêmement poétique, surtout très intéressant sur l'usage. Vous voyez des photos de l'oculus de la salle de bain, voilà, de la partie du baignoire, douche, voilà, qui ressemble plus à un tub qu'on voyait au début du XXe siècle. Voilà, donc c'était un très joli petit projet à toute petite échelle, puisque chaque Mazet fait une dizaine de mètres carrés. Donc c'est un peu de notion de petits ermitages disséminés dans un demi-sous-bois. Ensuite, changement, on va au bout du monde, à Bangalore, et on a évoqué une structure sous-face habitée pour récupérer l'eau de pluie,
qui se développe sur des kilomètres, alors impressionnant, dans une ville de 13 millions d'habitants, qui est la taille de l'Île-de-France finalement, pour une seule ville, surexploitée, avec une grosse imperméabilisation des sols qui pose problème. Et là, le projet se proposait de réfléchir sur le recueil de l'eau, notamment de la mousson, pour eau qui est perdue, qui ruisselle justement dans des zones totalement imperméabilisées aujourd'hui. Donc encore une fois, une utilisation du béton liée au contexte, quelque part, à la fois au contexte et à ses caractéristiques techniques permettant d'être étanche et permettant de ne pas modifier, si j'ai bien compris, la qualité de l'eau qui y circule. Et cette infrastructure permet d'avoir quelque part des sous-espaces, des sous-faces d'espace qui permettent d'avoir des usages différents, plus à l'ombre, etc. Et le projet se concentre en 3 endroits, sur une partie d'une tour ou un marché, ou des zones plus publiques et plus variées. Voilà. Ensuite, nous sommes passés au projet studio. Alors là, projet studio, donc projet d'un étudiant de 3e année, dont le cahier des charges de cette section du concours, quelque part, était de réinterpréter un édifice. Donc cette année, comme l'avait dit Claire, Maison Citroën, et je n'ai plus l'autre en tête, mais en tout cas, c'est la Maison Citroën qui a été choisie là, donc projet de 1922 qui n'a pas été construit. Et vous voyez quelques photos. Donc je ne retrouve plus. J'ai perdu, voilà. Émile Cornebois, qui a fait ce projet, donc a proposé, lui, a travaillé a fait une évocation art plastique, je dirais, si je peux le dire simplement comme ça, de ce projet, en travaillant sur une maquette dont on a découvert qu'elle faisait 150 kilos, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue. Mais une maquette qui est un moulage de la maison, réinterprété, avec un travail sur plusieurs bétons différents, avec des agrégats, des liants, des ciments différents, pour travailler sur la texture, vous voyez, l'accroche de la lumière, etc. Donc c'est extrêmement intéressant comme travail sur finalement un travail spatial et plastique sur la lumière, sur une sculpture. Voilà. Ensuite, il en reste 5 dans ce grand voyage. Donc ensuite, on est passé à un projet beaucoup plus ingénierie, donc baptisé Concréat, commençant par un K. On a expliqué pour des raisons de propriété intellectuelle du mot concret avec un C. Donc par contre, une expérience totalement ingénierie, puisqu'il s'agissait d'imaginer dans quelles conditions on pourrait inventer une structure modulaire à base de formes triangulaires, donc triangles équilatéraux, en béton, qui soit démontable et transportable et réutilisable. Donc le tout étant avec un système de dalles en béton donc triangulaires qui font 23 kg chacune et qui sont portées par une charpente en bois. Mais c'est intéressant qu'on n'est pas juste sur une charpente portante, mais sur un système où la charpente a besoin des dalles en béton pour tenir et les dalles en béton ont besoin de la charpente pour ne pas tomber. Donc on est bien sur un système qui lie les deux. Donc c'est un projet qui nous a paru intéressant parce qu'il évoque bien la problématique aussi qui est importante dans les écoles, celle de la recherche. Alors même si le projet, effectivement, vous voyez cette forme de tatou géant, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve dans ces formes un peu biomimétiques aussi ce travail sur une forme qui, à partir de formes développables et de points singuliers qui permet d'obtenir des doubles courbes. Voilà, il y a tout un travail. Alors, ce n'est que le début, effectivement. En 6 mois, c'est exceptionnel d'avoir pu aboutir sur ce travail-là. Mais en tout cas, voilà un système intéressant qui mérite qu'on le creuse. Ensuite, nous avons vu un très joli projet baptisé Musée de l'Anthropocène, donc dans les confins du sud-est de l'Allemagne, en Saxe, dans un monde baroque d'un parc protégé, adossé à une ancienne, un peu plus que des écuries, enfin je ne sais pas comment on pourrait traduire, enfin c'est écurie, manège, enfin c'est un ensemble, un milieu où il y avait des chevaux, il y a une activité équestre autour, donc un joli projet de musée aux 3/4 enterré, mettant en avant l'Anthropocène, avec l'intérêt d'une architecture en béton aussi qui travaille sur la reproduction ou la citation des couches archéologiques du sous-sol en utilisant des coffrages bruts perdus de la terre avant de la décaisser et d'en faire autre chose. Donc, c'est très dur d'expliquer ça en 2 mots. En tout cas, c'était très intéressant, très très poussé comme projet, très abouti, avec des jolies des photos de maquettes ou des images
numérique, en tout cas avec des très beaux travail sur la lumière et sur la mémoire de cette région, qui est aussi une région dans laquelle on a extrait de la lignite pour l'industrie, enfin notamment pour les centrales thermiques. Voilà. Ensuite, on est retourné en Savoie. On a eu une jolie présentation d'un projet baptisé Mur Haut, qui est aussi à travers le fil conducteur d'un mur en béton qui permet d'adosser des constructions dont une partie en bois reste modulable et concerne des logements. Mais ce fil conducteur, en fait, est aussi l'occasion d'investir le sujet de la reconquête des centres-bourgs qui sont un peu décousus aujourd'hui, un peu déshérités, un peu à l'abandon. Donc c'est toute cette problématique de réactivation ou de réurbanisation de ces endroits-là, en plus autour du lac d'Annecy, dans des endroits où la promotion immobilière est assez vigoureuse et assez présente. Donc voilà, une approche beaucoup plus publique, je dirais, de l'espace public et d'un projet autour de ce centre-bourg de Douin. Ensuite, l'avant-dernier projet, dans une échelle plus petite, dans un petit village de l'Ardèche, ou de la Lozère, pardon, comment réinvestir, c'est bien ça, oui, comment réinvestir un bâtiment en ruine, pareil, dans des villages plus que déshérités. Là, on est dans des villages plus abandonnés pour défaut d'habitants, de services publics ou d'usages. Enfin voilà, difficultés de ces villages et une façon de comment réutiliser ces bâtiments et notamment dans le projet pour en faire un gîte refuge touristique pour valoriser un peu l'endroit. L'utilisation du béton très, très juste et adaptée à ce milieu minéral. Et pour finir, nous sommes retournés en Île-de-France où nous avons vu la présentation d'un showroom à Damary-les-Lys, sur le site des anciennes usines Idéal Standard, sur le site sur lequel il existe une halle Fraissinet, mais qui est très abîmée, qui a fait l'objet d'un incendie, enfin, d'un sinistre. En tout cas, le projet présenté, à tel point qu'on est plusieurs membres de jury, moi-même, à avoir cru qu'on travaillait plutôt sur une extension de l'halle Fraissinet. Enfin, finalement, en regardant de près, non, pas du tout. C'est un projet totalement neuf, qui est à côté de l'halle Fraissinet, mais qui, par contre, est une très jolie interprétation contemporaine, je dirais, en béton, de ce système Fraissinet que l'on connaît, voilà, avec un système de showroom, avec des voûtes en béton paraboliques, etc., donc qui était très bien expliqué. Non, donc voilà un peu le panel de tout ce que nous avons vu, et voilà, à travers, vous voyez bien la difficulté qu'il y avait, à travers ces 11 projets, finalement, à choisir 3 prix et une mention, ce que Claire va vous expliquer maintenant. Donc je vous remercie. Bravo Philippe pour cet exercice très difficile. Donc maintenant nous allons découvrir le prix Studio. Donc je vais appeler Thomas Corbasson pour remettre ce prix. Alors le prix Studio, de toute manière, il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Bon, parce que il me semble qu'il est décerné à Émile. Hein. Voilà. Et moi, alors le jury m'a chargé moi de le présenter parce que j'étais extrêmement enthousiaste vis-à-vis de ce prix. On ne voit pas à l'écran. Oui, on va appeler Émile. Ouais. Bien, bien. Je te laisse lui remettre comme ça vous pouvez parler. Voilà. On remet ce prix. Alors, ce qu'on peut dire du projet, alors c'est pas que le projet en fait, c'est toute la présentation que tu en as faite. Alors on a vu, Philippe nous a présenté là un peu la maquette qu'a réalisée Émile et qui est extrêmement touchante. J'ai trouvé ce bloc de béton que malheureusement on n'a pas pu voir et qui est une réinterprétation effectivement de la Villa Citroën, mais qui se fait avec la technologie ou la technique, je peux vraiment parler de technologie, la matière
corbusienne du béton tardif, c'est-à-dire celle de Chandigard, où il réinterprète en fait avec un béton chandigarien, je ne sais pas comment le dire, c'est pas le terme que tu as utilisé, un modèle un peu de jeunesse corbusien. Et en fait, ça donne une dimension plastique et extrêmement émotionnelle à cette œuvre qui est. Alors c'est là qu'on se rend compte que de traducteur, en fait, tu es un auteur à part entière via la traduction. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis plein de qualificatifs concernant le béton de chacun de vos projets. Et toi, j'ai parlé de béton lumière en ce qui te concernait, parce qu'il y avait un vrai rapport. Tu as convoqué Pierre Soulages, et puis Isamu Noguchi aussi, qui est pas habituel. Voilà, enfin en tout cas, encore bravo. Et pourquoi te dire un mot ? Pour moi, c'était un petit peu nouveau tout ça, parce que c'était la première fois que je participais à un concours. Je voulais vraiment remercier l'organisation, parce que c'était vraiment ficelé de bout en bout. Et ça a vraiment été une très bonne expérience pour moi. Je voulais aussi remercier Émeric Antoine, qui me suit dans tous mes travaux et qui a vraiment de place importante dans ce que je peux réaliser. Et j'espère, peut-être avec un petit peu d'humour, vous dire que je serai aussi là dans 2 ans pour le prix PFE. On verra. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bravo Émile, merci Thomas. Donc David va juste faire une petite intervention sur les éventuels commentaires que nous recevons. Et on en a beaucoup même. À chaque fois, je suis assez impressionné. J'ai toujours peur au début quand j'annonce qu'on va avoir des commentaires, il va y avoir des équipes qui vont soutenir certains étudiants. Et il y a quand même quelques étudiants qui sont un peu plus poussés que les autres. Alors c'est Chloé notamment qui soutient Émile. On soutient tous Émile Cordebois. Émile Cordebois de Lyon, on est avec toi. Il y a Paul aussi qui nous met des emojis dans tous les sens, c'est Clarisse qui commente tous les projets et en particulier, elle se dit très impressionnée par le projet 7 Mazet à 4 mains. Tant qu'à être là, un mot je montais sur scène aussi pour dire un mot de l'exposition qui a lieu en ce moment, depuis ce soir, du coup qui est inaugurée ce soir, est visible juste derrière sur la mezzanine de la Maison de l'Architecture Île-de-France. C'est jusqu'à la fin du mois de janvier, le 20. Exactement, 4, 28 janvier, vers la fin du mois de janvier. Mais venez, vous la voyez dès ce soir, de toute façon. Et puis voilà, donc on a quelques images pour pouvoir l'apprécier. En tout cas, vous pouvez continuer de soutenir chacun des étudiants et puis peut-être même faire vos pronostics aussi, puisqu'on a 3 prix encore qui vont être remis, avec un petit peu plus de suspense que le prix studio, effectivement, comme le soulignait Thomas. Alors on attend vos commentaires. À plus tard. Au revoir. Voilà, donc j'invite Boris Breckman, qui va remettre le 3e prix et qui dialoguera avec le lauréat qu'il va appeler et qui pourra venir le rejoindre. Merci. On a passé une très bonne journée en fait à débattre. Les débats étaient loin d'être, tristes ni ennuyeux, étaient passionnants, avec beaucoup de points de vue exprimés par les postulants, et puis par les membres du jury divers et variés. Voilà, donc on peut peut-être l'annoncer du coup. Allez-y. Est-ce que vous voulez. Bon, alors le lauréat donc de ce 3e prix en fait est Nathan Granger. S'il vous plaît. Voilà, bravo. Je ne saurais pas redonner l'entièreté en fait de l'énoncé de votre projet, Musée de l'Anthropocène. Peut-être vous pouvez juste moi qui s'affiche. Voilà. Bon, en fait, il s'agit donc ce qui a beaucoup captivé les membres du jury et moi-même. Alors déjà, il y a un projet qui est amené sur des aspects qui sont des aspects pas coutumiers, parce qu'il se positionne d'entrée sur
d'un point de vue où l'esthétique en fait est très assumée, et l'onérisme aussi est très assumé, ce qui a fait réagir d'ailleurs certains membres du jury, dans un jury aussi où la question de l'ingénierie, la question de l'économie d'un matériau, la question de son emploi, enfin dans un aspect contemporain est très débattue. Et donc ça a enthousiasmé certains, enfin il y a eu pas mal de remarques là-dessus. Mais donc vous choisissez un site qui est un parc que vous annoncez être un parc à l'anglaise, d'un paysagiste qui s'appelle Hermann von Bunkler, qui est un paysagiste allemand, donc c'est un parc qui est en Allemagne, et qui se situe en fait dans un aspect en fait très romantique en fait du lieu, ce qui est pas du tout courant d'assumer cette chose-là. Ensuite, votre projet il est positionné en vis-à-vis ou en binôme, ou selon un étagement en fait dessus-dessous. Il y a un bâtiment existant qu'on voit qui s'affiche ici, qui est réemployé, enfin qui est conservé, mais qui en même temps qui est restauré avec une très belle toiture en fait très affinée, pas du tout en béton, en métal, une toiture de façon en verre, en serre, avec une façade qui est réenduite en fait, qui est redonnée en fait comme élément principal en fait d'architecture dans le site extrêmement paysager. Et votre projet, il s'étage en fait en dessous. Votre projet, il s'enterre, il crée une sorte de plateforme. Dans un premier lieu, c'est un projet qui part du haut vers le bas, donc qui crée une sorte de plateforme posée sur le sol. Et le programme investi, c'est un programme qui se positionne sous cette plateforme-là. Donc, il ne choisit pas d'émerger devant ce bâtiment de référence, mais il choisit au contraire juste de lui donner une sorte de plat à barbe, en fait, quelque chose qui se rabat en fait devant sa figure, en fait, pour lui donner une sorte de plateau pour le présenter, ce qui n'empêche pas dessous d'organiser un programme dans un sous-sol qui est très investi aussi en termes d'ambiance lumineuse, en fait, de rapport à la lumière naturelle, et qui par ailleurs est investi à une espèce une démarche de construction qui n'est pas une démarche de creuser des fondations pour monter, mais au contraire de coffrer en fait le béton dans la fouille en fait du terrain. Voilà, qui permet de creuser, de coffrer, d'enlever la terre pour se ménager en fait des espaces et donc de libérer un volume habité, quoi. Et puis vous citez aussi alors la référence au baroque, enfin la référence, c'est pas une référence, mais disons que se positionner par rapport au baroque, ça a intéressé beaucoup le jury, parce que le baroque, c'est souvent, dans la critique d'une certaine époque d'architecture, le baroque est souvent considéré comme une dégénérescence en fait, de la Renaissance, une dégénérescence de l'architecture. Or, d'un certain point de vue et de certains points de vue de certains critiques d'art de différentes époques, notamment au XIXe, le baroque est considéré comme une émergence en fait, de nouveaux sujets, de nouvelles choses, notamment en peinture, mais aussi en architecture, avec des sujets qui n'étaient pas des sujets antérieurs et des sujets qui arrivent à l'époque baroque, quoi. Donc vous, voilà, c'est cet aspect de réfléchir aussi à de nouvelles choses de cette manière-là, c'est très intéressant. Et puis vous parlez même d'existentialisme, puisque vous citez Sartre, et Sartre qui parle de Giacometti aussi, c'est une très belle... voilà, je ne saurais pas redonner la citation complète de Sartre, mais voilà, c'était aussi très beau de parler de cette chose-là. Voilà, si aussi, on laisse lui dire deux mots. Merci, oui, ouais. Oui. Merci à vous. Voilà. S'il vous plaît, si vous voulez dire que... Je ne vais pas expliquer mon projet parce qu'il a été expliqué d'une très belle manière. Je vais simplement remercier tout le jury et puis tout le trophée béton et toute l'organisation. Et je remercierai plus particulièrement Marie-Agnès Gillot et Dominique Vigier parce qu'il y a des profs qui sont marquants en tant qu'étudiants, et notamment Dominique Vigier qui part à la retraite dernièrement, et c'était sa dernière année, donc j'ai eu la chance de l'avoir comme prof référent, et donc je le remercierai tout particulièrement. Et voilà, merci beaucoup. Boris ?
Bravo Nathan, merci beaucoup Boris. Et maintenant, nous allons vous annoncer le deuxième prix. Donc, j'appelle Suzelle Brou et Georges Heinz à venir me rejoindre pour remettre ce prix. Bonsoir. Alors le nom, on va le révéler assez vite parce que c'est deux architectes associés, donc on est deux pour présenter ce projet. Et c'est donc Achille Enjolras et Théo Draguigny pour le data center végétal. Et voilà, il y en a un pour deux. Bravo. Et bravo. Et le jury a sélectionné et apprécié votre projet pour son sujet, on a dit même métaphysique, et qui engage à la fois le paysage, la science et le stockage de la mémoire. Et je vais laisser Georges Heinz continuer. Merci. Avant de vous féliciter, je voudrais d'abord féliciter aussi l'ensemble des candidats parce que franchement, on avait un niveau à la fois de pensée architecturale, structurelle, esthétique, d'une grande qualité et beaucoup d'éloquence aussi, donc je tiens à le souligner. C'est important pour le métier que vous allez aborder. Remercier Majoie aussi, puisque c'est grâce à toi que je suis là. Et donc, surtout dire que, effectivement, vous avez séduit le projet le jury, avec un projet qui nous projette dans l'hypermodernité, tout en convoquant une trame urbaine qui nous vient d'Hippodamus de Millet, qui évoque chez nous aussi toute la question des trames extensives de Candilis et bien d'autres, et en même temps, avec donc dans ce monde très technique où on a découvert que donc, le data en mode binaire était transposable dans l'ADN végétal, ce qui était une découverte pour nous aussi, donc un vrai plaisir de pouvoir associer la science que vous avez convoquée à travers vos contacts avec des chercheurs du CNRS, donc cette idée d'aller chercher par transversalité dans d'autres savoirs, des compétences qui viennent nourrir le projet, l'idée, et en plus nous amener dans une démarche quasi universelle, puisque ces projets qui aujourd'hui sont des boîtes fermées de data centers s'ouvrent à tous les territoires, s'implantent de façon quasi situationniste que vous démontrez à travers vos collages dans des sites montagnards, urbains à New York, avec des parties intérêts, et tout ça autour d'une question structurelle essentielle, magnifiée, celle d'une trame, on le voit sur des coupes tout à fait formidables, qui nous amène à la fois dans un domaine d'abstraction très important et dans une poésie urbaine, rurale, paysagère, qui est tout à fait exceptionnelle. Et donc le jury a été vraiment très enthousiasmé par cette façon à la fois de lier l'avenir, la technologie, un matériau béton qu'on connaît mais que vous traitez dans la coupe de façon sublime. Et donc tout cet ensemble de qualités font qu'aujourd'hui, vous avez le deuxième prix. Nous vous en félicitons. Bravo. Et, un petit mot. Et félicitations à votre enseignant aussi. D'abord, merci pour cette description, cette belle description du projet pour ceux de la salle qui n'en avaient pas forcément connaissance. Et simplement, on est très, très, très honorés, je parle en nos deux noms, je pense, de cet honneur que vous nous faites. Et on voulait faire un remerciement particulier à Guy Spangalos, qui est notre professeur et qui a supervisé ce PFE, qui est dans la salle. Voilà. Merci à tous. C'était un honneur aussi de pouvoir être sélectionné avec des projets qui sont aussi beaux que tous ceux qui ont été sélectionnés pour la phase finale. Voilà.
bravo, et puis merci aux membres du jury qui ont parlé de votre projet. Donc, avant de passer au premier prix, on va entendre un petit message de Paul Chemetov qui était là aujourd'hui et qui en fait est aussi à l'origine de ce concours. Donc, je vous laisse projeter son petit témoignage. Oui, sur les 114 projets qui ont été présentés, 10 ont été retenus par les votes des membres du jury. Et ce qui est commun à ces 10 projets, semblable, c'est quand même qu'ils traduisent l'inquiétude d'une génération devant le monde comme il va, par les questions qu'il pose et par les questions qu'il se pose. Ce n'est pas, disons que ce n'est plus les 30 glorieuses. Et ils ne sont pas désenchantés pour autant. Ils ont une inquiétude légitime et ils tentent d'y répondre par leur projet, ce qui est quand même méritoire. Parce que des projets qui, la plupart, intègrent la notion du temps, de la temporalité, ce qui me paraît quand même pas mal pour des projets en béton, matériaux que l'on dit éternels. Enfin, alors, dans le jury, la question de la ruine est souvent revenue. C'est comment ces projets qui ne sont plus neufs le premier jour passé vivent dans le temps. Et je pense qu'on peut reconnaître cette qualité à la plupart des projets. Et il y a aussi une autre question qui les agite et qui nous a agités, c'est l'orthogonalité et l'accident, la courbure. Alors, certains... Bon, sans évoquer la poésie de l'angle droit de Le Corbusier, c'est comment s'introduit la fissure, la circonstance, le temps, le lieu, dans un projet qui viendrait comme ça, tout armé. Et c'est naturellement un projet, on pense qu'il est orthogonal. Comment cette orthogonalité rencontre, se fracasse ou compose avec le désordre de l'existant et lui donne un nouvel ordre. Voilà toutes les questions qui ont été agitées. Après, sur le béton, il est bien certain que la conception, la compréhension qu'ont eu tous ces architectes du béton, ce n'est plus uniquement le béton du bunker. Il y a des bétons de fibres, il y a même la récupération, le réemploi, le concassage de béton, l'incrustation de chanvre ou de plastique. Tout ceci montre la mutation que la construction est en train de subir et qui ne fait que commencer. Voilà. Merci beaucoup. Je vais appeler Adrien Paporello, qui en fait représente l'association 2A2IA, donc une association d'architectes, ingénieurs architectes, et qui remet une mention spéciale à un projet voilà, depuis 2 ans. Donc c'est pas un prix, c'est une mention, mais c'est important voilà, pour nous de la donner. Donc déjà, oui, féliciter tous les candidats qui étaient là aujourd'hui parce qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une première sélection et on a vraiment été, et je le dis en toute franchise, collectivement assez bluffés par le niveau général, à la fois des projets, de la représentation graphique et également de votre expression orale. Un mot sur l'association 2A2IA que je représente. C'est une association qui a pour mission de faire rayonner la double formation architecte-ingénieur et à favoriser les échanges entre les différents acteurs de l'architecture et de la construction. Donc c'est une association dont les membres sont étudiants, professionnels et dont bon nombre sont enseignants. Et depuis l'an dernier, nous décernons une mention pour récompenser un PFE qui interroge le lien entre l'architecture et les sciences et les techniques constructives.
Donc cette mention permet cette année de récompenser un projet pour lequel le jury a dans son ensemble eu un coup de cœur. Et donc c'est le projet des 7 mazets à 4 mains. Donc j'appelle Rachel Rousseau. Rachel Rousseau et Marie Saraco. Ce que je vous propose, c'est de nous parler 2 minutes de votre projet et je dirai après pourquoi on l'a retenu. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux commencer ? Bon, nous, notre projet, il a commencé par un site. C'est un site c'est à l'orée d'une forêt. Il y a 7 petits mazets, donc c'est des petites maisons qui font 10 mètres carrés chacune. Et on s'est lancé le projet un peu fou en 6 mois de faire un programme, de faire notre projet dessus et en fait de le réaliser. Donc voilà. Voilà, et puis on a développé différentes techniques avec le béton de chanvre, que ce soit coulé, enduit, projeté, et ça a été pour nous une expérience incroyable de partage. Et c'est fabuleux que de pouvoir le présenter aujourd'hui à plus grande échelle. Donc voilà, donc au début de votre carrière, donc à l'aube de votre carrière, vous avez choisi de faire l'expérience de l'autoconstruction. Et l'autoconstruction et plus précisément la réhabilitation. Et vous l'avez fait en questionnant les fondamentaux de l'architecture, à la fois avec rigueur et avec poésie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un peu les 2 mots qui nous sont venus à l'idée. Les fondamentaux, donc la lumière, la porte, la fenêtre, la voûte, la chambre, la salle de bain. Vous nous avez parlé de tout ça. Vous avez fait appel à des matériaux biosourcés, géosourcés, évidemment le béton de chanvre, comme vous l'avez dit, dans différents modes de mise en œuvre, la toile de jute, la pierre locale, le chanvre, différents matériaux de réemploi. Et voilà, donc bravo. Et en résumé, on a été sensible à votre démarche qui est empirique et expérimentale. Voilà, bravo. Bravo et merci Adrien. Donc maintenant, nous allons vous annoncer le premier prix. Donc j'invite Gilles Davoine et Majwa Tsadok à venir présenter les lauréats. Bonsoir tout le monde. Moi je veux féliciter, c'est pas très original, mais les 10 finalistes finalement de ce prix, puisque donc nous allons les publier dans le prochain AMC, dans le numéro de février, qui sort le 10, donc il faut qu'on se dépêche, on a du boulot. Il y aura donc un supplément de 20 pages. Donc bravo à tous, mais il faut donc bien un premier prix, donc c'est moi qui l'annonce. Donc le premier prix, c'est Éloi Richiero. Et donc c'est un prix pour le projet qui s'intitule Mur haut et comment se saisir de la question du milieu pour retrouver une centralité à la ville de Douin. Donc le sujet est bien posé déjà, la question est bien posée, je trouve. On parle de rapport au milieu et on parle de centralité, ce qui est important pour ce genre de petites communes finalement, dont la centralité s'est perdue au fil du temps. Il faut quand même dire un mot de ce village, enfin maintenant c'est une ville de Douin qui est sur un site complètement incroyable, sur une sorte de presqu'île qui plonge directement des contreforts montagneux dans le lac d'Annecy, qui sépare d'ailleurs le lac d'Annecy en 2. Il y a le grand lac, il y a le petit lac, si je ne m'abuse. Et un bourg qui a vécu jusqu'aux années 30 autour de son château. Il y a un château au bout de la presqu'île, le bourg est juste à côté. Et puis, depuis 50, 60 ans, il a connu une croissance exponentielle avec un développement urbain qui s'est fait par étalement urbain,
ce qui s'est d'ailleurs passé sur la totalité des rives du lac d'Annecy, qui aujourd'hui sont complètement urbanisées et pour une grande part privatisées et donc inaccessibles. Et donc ce projet remarquable joue sur, on pourrait dire, tous les niveaux, urbains et architecturaux, pour redonner une centralité à ce bourg et pour lutter contre cet étalement urbain en prenant un parti quand même de redensification finalement du centre, parce que tu implantes je me souviens plus du nombre de logements, mais je pense qu'il y en a plusieurs dizaines, je pense, répartis sur 2 îlots dans le centre-ville, puisque tu peux profiter des dents creuses qui existent, puisque l'expansion s'est fait plutôt tout autour par des grosses maisons. Et donc redensification du centre, dégagement d'espace public et notamment d'une place en balcon sur le lac. Donc tu révèles un site, ce site de montagne, ce lac et ces montagnes, et tu les redonnes au public. Hein, là, le sens espace public prend tout son sens. Il y a plusieurs projets. Il y a la réhabilitation et l'extension de la mairie, qui est dans les parages, un office du tourisme, je crois, une halle de marché. Donc c'est vraiment un projet très complet. Je crois que le jury a été sensible à ce travail à toutes les échelles. Et tu fais ça avec beaucoup de finesse. Notamment en reprenant une ancienne rivière, enfin un ruisseau, on pourrait dire, hein, qui a été recouvert, je pense, et que tu redégages, tu remets à l'air libre, qui devient une noue, en fait, hein, qui va se jeter dans le lac. Et surtout, le fil directeur de ton projet, finalement, c'est de t'appuyer sur la notion de mur. Alors, tu reprends les murs existants de ce village, qui sont des murs de clôture, des murs de soutènement, les murs des édifices existants, et tu les traduis, si je puis dire, tu gardes cette matière minérale avec un béton de site, hein, que tu récupères des roches locales ou des blés de chantier que tu injectes donc dans ton béton pour arriver à une grande variété de types de murs par leur couleur, par les différents lits superposés, par leur texture, pour en faire le fil directeur de ton projet, et qui va donc tu vas décliner comme ça tous les nouveaux édifices que tu proposes, y compris donc l'extension de la mairie. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui joue sur tous les tableaux, pourrait-on dire. Un projet finalement ambitieux que tu as présenté plutôt avec une certaine modestie, une approche assez humble. Moi, je trouve que c'est un projet ambitieux qui quand même se confronte à quand même l'étalement urbain, qui n'est pas un petit sujet aujourd'hui. Et avec beaucoup de finesse, c'est un projet qui arrive à finalement réconcilier un bourg, enfin une commune maintenant qui a pris un peu d'ampleur et qui s'est un peu dilatée comme ça, et tu arrives à la réconcilier avec son territoire. Donc bravo. Alors, je crois que Majoie, notre ancien lauréat de l'an dernier, veut dire un petit mot. Oui, pourquoi pas. Encore félicitations là. Finalement, le premier prix il est resté à Strasbourg. Donc, je me suis rendu compte quand rentrait, quand Heinz me disait que finalement le prix il est revenu encore à Strasbourg. Donc, félicitations et tu continues la tradition. Et voilà. Donc, on recherche toujours l'école qui pourra reprendre le premier prix à Strasbourg. Bon, voilà. Merci, n'y voyez aucun favoritisme, j'espère. Remercier le jury, l'organisation. C'est quand même pas rien de recevoir un peu cette nomination. Et surtout, vu tous les CV qu'on a dans le jury qui nous ont tous impressionnés, je pense, tous les lauréats. Et puis aussi remercier trois
3 enseignants, même s'il y en a eu beaucoup dans ces 5 années à Strasbourg, 3 particulièrement qui m'ont suivi tout au long de cette aventure de PFE et bien au-delà. Michel Spitz, Claire Carsanti et Thierry Ray. Puis merci pour tout. Et je ne sais pas comment conclure, en disant peut-être que j'ai hâte d'entendre pour une fois Paul Chemetov nous parler. Et pas seulement le voir, mais l'écouter aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci aux membres du jury, bravo. Et nous allons avoir un petit mot de Stéphanie Sell, donc, qui représente le ministère de la Culture. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, dans ce petit mot du ministère de la Culture, je voudrais, comme tous les ans, renouveler nos remerciements aux organisateurs du Trophée Béton École, car au travers de ce concours sur les PFE, les projets de fin d'études, eh bien, cela permet de stimuler les étudiants, de valoriser les bons travaux, ce qui permet aux jeunes diplômés eh bien, de faciliter leur insertion professionnelle. Et puis ça permet au ministère de la Culture, donc la tutelle des écoles, de se tenir au courant sur la qualité des travaux en sortie d'école au travers de tous ces PFE et d'une façon transversale par rapport au réseau des ENSA. Alors cette année, au travers de ces PFE qui nous ont été présentés, je note la volonté farouche des jeunes diplômés de proposer des solutions architecturales, urbaines, paysagères et constructives, et sociales également, face aux défis contemporains. Alors je remercie nos jeunes de garder cet esprit combatif, d'innovation, face parfois à une morosité ou alors à un no future. Un grand merci pour ces projets qui sont positifs et souvent qui offrent une vision poétique. Mon appel aux jeunes, je vous encourage à vous mobiliser, à mobiliser votre curiosité, vos forces les plus vives pour le développement d'une nouvelle culture constructive, pour expérimenter de vos propres mains l'acte de construire, parce que c'est un acte extrêmement positif. Alors, cette nouvelle culture constructive, elle nous ancre plus fortement dans le réel et face à l'économie des moyens en transformation. Il ne faut rien écarter d'emblée. Il faut tout faire évoluer, il faut tout redécouvrir. Je vois 3 axes, on va dire, de progrès à investiguer. Je vois l'axe des matériaux classiques et connus, dont le béton. Je vois l'axe des matériaux émergents, les matériaux bio et géosourcés. Et je vois l'axe des matériaux de réemploi. Alors sur chacun de ces axes, eh bien, de nouvelles réponses doivent être formulées en adéquation avec la transition écologique. Voici le chantier que j'invite les nouveaux diplômés à investir. Pour le béton, qui nous réunit aujourd'hui, Paul Chemetov a donné un mot d'introduction que je voudrais rappeler en conclusion de cette journée. Paul Chemetov, on est au début d'un nouvel âge du béton. Il faut encourager une mutation du béton, matériaux à toutes fins utiles. Voilà, très bonne soirée. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Stéphanie. Merci à tous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe qui organise le trophée, merci aux membres du jury, donc notamment à Paul Chemetov qui était là aujourd'hui et qui est là à chaque jury depuis 12 ans et qui soutient les jeunes diplômés, à Franck Amouten qui avait lancé ce concours il y a 12 ans et qui nous a quittés l'année dernière, et bien sûr à Étienne Tricot qui est toujours là aussi en tant que président et qui s'occupe en particulier du Trophée Béton Pro. Donc merci à tous les partenaires du Trophée Béton École, les associations donc, qui sont à l'origine, Simbéton, Bétocib et la Fondation École Française du Béton, le ministère de la Culture qui soutient ce prix, la Maison de l'Architecture qui nous accueille, la revue AMC qui nous publie, l'association 2A2IA, la Fondation Le Corbusier. Donc je vais inviter toutes les équipes à venir et les membres du jury pour qu'on fasse une photo de famille. Je remercie donc tout le monde, les 114 inscrits, puisque, comme nous disait Philippe, donc il y a 22 écoles en France et elles ont toutes été représentées sur les 114. Donc là, il y en a 7 ce soir, mais il y avait toutes les écoles
qui ont déposé des projets, donc c'est plutôt encourageant. Voilà, et donc je remercie Asma, Snani, Christophe Leroux, Isabella, Jérémy Germe et Chloé qui sont toujours à nos côtés, André Grelot qui est derrière son écran et Damien Meyer aussi qui m'aide beaucoup, François Redron, David Habitant et son équipe. Voilà, donc vous pourrez suivre cette cérémonie en direct et sur YouTube quand vous voulez. J'encourage les jeunes qui voudraient s'inscrire à la 12e édition à le faire dès maintenant, puisqu'elle est ouverte ce soir jusqu'au 30 octobre 2023. Donc n'hésitez pas. Et donc on va partager un verre ensemble pour commencer cette année dans la joie. Et parce que ma joie est là. Et je vous invite à tous venir sur scène. Voilà. Membres du jury, les 11 équipes. Bravo Pierre. Je crois que la lanière elle lâche. Il fait les portraits. Un collage. Waouh. 1500 € la page.